L'hivernage dans le bassin du Saloum où la polarité change, la riziculture fait tendance chez les producteurs. Libye, le Conseil national de transition veut en urgence 5 milliards de dollars pour redresser le pays qui garde encore les stigmates des combats. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voilà plus d'un mois que l'hivernage s'est installé et voilà que la pluviométrie s'améliore en cette dernière semaine d'août, marquée donc par de fortes précipitations jusque dans la région du Saloum. Là-bas, les producteurs ont eu du nez pour avoir pensé à la culture du riz qui demande beaucoup d'eau, comme vous le savez. C'est une façon d'inverser la polarité par rapport à l'arachide. Maintenant, à Nioro, on fait dans la riziculture. Mamadou Sambambo. Abdul Ahad, Opa et sa famille ou à la main élimine les herbes sauvages entre les pieds de riz de sa parcelle. La culture du riz, Opa l'a expérimenté l'année dernière et c'est parti pour un pacte avec la spéculation. Plus question pour lui de campagne agricole sans exploitation rizicole. D'habitude, on vendait de l'arachide, on vendait une tonne d'arachide pour en acheter presque 500 kilos de riz. Donc, quand on parvient à avoir de l'arachide, on parvient à avoir du riz, on parvient à avoir du mil, on ne vendra plus l'arachide, on ne vendra plus le mil à cause du riz. Mais on pourra vendre cet arachide pour investir dans d'autres domaines. L'exploitation se situe sur le plateau de Prokhan à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Nioro. Un plateau car ici les bas-fonds manquent, la topographie du département est pour l'essentiel plate. Grâce à la recherche agricole, l'opportunité de cultiver le riz est restée intacte. C'est ça qui nous amène des semences, en nous disant que ces semences sont adaptées au plateau. Mais nous ne serons que conscients de cela et nous allons essayer de les suivre, de suivre ces consignes et essayer de les faire. Opa n'est pas le seul producteur à s'investir dans le riz de montagne. Déjà, nombre de producteurs de Nioro assurent eux-mêmes, et ceci depuis quelques années, leur autosuffisance annuelle en riz. Si la tendance se maintient, Nioro fera en quelques années une production record en riz. Parce que bon, comme il y a le riz de plateau, comme le Nerica 1, le Nerica 6, vraiment, l'année dernière, il y a beaucoup qui ont fait de bons rendements. Et il y a certains paysans jusqu'à présent qui n'ont pas acheté du riz dans les boutiques. Ces initiatives de diversification sont l'une des résultantes des programmes spéciaux et autres goanans lancés au Sénégal, ainsi que les campagnes de communication qui les ont accompagnés. Il pleut à Nioro par Samba, il pleut aussi à Kaolack où les eaux pluviales et autres usées mélangées aux déchets solides vont désormais être traitées. À cet effet, un plan d'assainissement est déjà élaboré et ce projet est financé pour plus d'1 milliard de nos francs par l'agence japonaise de coopération. Pabunacho. Ordures et inondations, un véritable casse-tête pour autorités et populations kaolackoises. Pour trouver solution à ce problème qui perdure, l'Office national de l'assainissement et l'agence de la coopération japonaise se donnent la main. Ce protocole d'accord consacre le lancement du projet d'assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides de la ville de Kaolack. La ville de Kaolack et l'avenir de la ville de Kaolack et le développement de la ville de Kaolack est très important pour l'avenir du Sénégal, n'est-ce pas? Donc, depuis lors, la JICA, la coopération japonaise, a déjà envoyé 3 missions en tant que la préparation pour cette étude. Un réseau d'assainissement performant et une bonne gestion des déchets solides, c'est en substance l'objectif du projet qui, à terme, devrait améliorer le cadre de vie des populations kaolackoises. C'est l'occasion de remercier la coopération japonaise parce que Kaolack disposait déjà d'un plan directeur d'assainissement depuis 1979, mais qui mérite d'être réactualisé. Et c'est dans cette mouvance qu'on a sollicité et obtenu de la partie japonaise ce financement qui devra nous permettre d'améliorer sensiblement le cadre de vie de Kaolack une fois que les investissements qui seront identifiés dans le cadre de ce document seraient réalisés. L'étude du projet va durer 24 mois et l'équipe des techniciens japonais sera sur le terrain dès le mois de novembre. Voyons à présent comment se porte la microfinance au Sénégal. Créée vers les années 80, période du crack, plusieurs banques l'avaient subi par des crédits douteux. Aujourd'hui, le taux de pénétration a augmenté
a même doublé de 6 à 12% et plus de 170 milliards de francs en volume de crédit. Alors question, la microfinance a-t-elle impacté sur les bénéficiaires? Réponse Yorosar. C'est à la faveur de la faillite de plusieurs banques commerciales dans les années 80 que les premières coopératives d'épargne et de crédit ont vu le jour. Depuis, les institutions de microfinance ont connu un développement exponentiel grâce, il est vrai, au large soutien des pouvoirs publics. Mais la microfinance a-t-elle vraiment impacté sur l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres qui sont ses clients potentiels? Quand on regarde par rapport à la situation de référence de 2005-2004, on est parti d'un taux de pénétration de 6%. Aujourd'hui, on est à 12% de taux de pénétration. En termes de sociétariat, on est parti d'un niveau de 500 000 sociétaires à 1,4 million de sociétaires aujourd'hui. Quand on regarde en termes de volume de crédit, on était sur des volumes de crédit sur 2003 de l'ordre de 70 milliards, d'un peu moins de 70 milliards. Aujourd'hui, on est à 170 milliards de volume de crédit. Dans la pratique, il est plutôt difficile de matérialiser cet impact en l'absence d'une étude globale au niveau national. La difficulté tient d'abord aux institutions de microfinance. Souvent, quand ils prennent les clients, ils ne prennent pas avec à suffisance la situation de référence du client. Pour dire qu'un client X, nous l'avons pris alors qu'il était à un niveau de revenu de temps, et que 2 ou 3 ans après, il était à un niveau de revenu de temps. Ou bien on dit qu'on l'a pris il y a 5 ans, il habitait une maison telle, il avait un niveau de pouvoir d'achat de tel, et qu'aujourd'hui, après 5 ans d'accompagnement, voilà où est-ce que nous en sommes. C'est l'évolution, c'est la transformation produite au niveau de l'individu ou bien au niveau de sociétaire qui permettent de juger efficacement de l'impact. C'est pourquoi le ministère de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance encourage la prise en compte de la situation de référence des clients ainsi que le développement de programmes de formation comme l'éducation financière et la performance sociale. Compris que la microfinance au Sénégal a fait des bons et que beaucoup de crédits sont disponibles. Selon les prévisions officielles, 10 500 pèlerins sénégalais sont attendus à la Mecque cette année. Évidemment, l'organisation anticipe, ainsi des journalistes ont été conviés par le commissaire au pèlerinage pour parler des nombreuses innovations apportées par le gouvernement concernant le voyage au lieu saint de l'islam. Ibrahim Dom. Un pèlerinage sans quoi qu'au lieu saint de l'islam. Pour atteindre cet objectif, le commissariat au pèlerinage associe tous les acteurs, en particulier la presse qui a un important rôle à jouer. Elle sert un relais de taille auprès des pèlerins qui ignorent bien souvent les réalités du Hajj. Quand nous parlions de spécificités sénégalaises, le commissaire général adjoint l'a abordé tout à l'heure, c'est un peu comme ce séjour forcé, pratiquement recherché en trois, de 8 jours à Médine, qui en réalité ne fait pas partie du Hajj. Mais il est fortement recommandé d'aller faire une ziyara, une visite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est enterré là-bas à Médine. Quelques heures suffisent en réalité, et il faut le savoir. Pour cette année, l'État du Sénégal met les bouchées doubles. Beaucoup d'innovations sont au rendez-vous. Ce séminaire fait donc partie des éléments de modernisation de l'organisation du pèlerinage. La volonté du ministre d'État, depuis qu'il a en charge le pèlerinage, de le moderniser, est inflexible. Il a donc commencé par innover dans le management du pèlerinage. D'autres actes d'innovation ont suivi par la mise en place de cautions pour les opérateurs privés. Au total, 10 500 pèlerins sénégalais sont attendus à la Mecque. En lieu et place de 425 missionnaires convoyés chaque année, le gouvernement prévoit pour ce pèlerinage de 2011 300 missionnaires, soit une économie de 292 millions de nos francs.
Allons voir maintenant ce qui se passe dans le monde. Au moment où la concurrence est rude dans le domaine des nouvelles technologies, l'un des géants Apple change de patron. Steve Jobs vient de démissionner pour raison de santé. L'homme a marqué l'entreprise par de nombreuses innovations en matière d'application, jusqu'à en mettre plein la vue sa rivale sud-coréenne. Les traits tirés, flottant dans son éternel t-shirt noir et son jean délavé, Steve Jobs annonce hier sa démission, départ d'une des figures emblématiques de la Silicon Valley. L'histoire commence en 1976. Steve Jobs a 21 ans, il cofonde Apple, des projets plein la tête, mais au terme d'une lutte de pouvoir interne, il est mis sur la touche 9 ans plus tard. En son absence, le groupe périclite, la marque finit par rappeler son génial inventeur. Nous sommes en 1997, le début de la gloire. Avec le Mac, Steve Jobs commence par faire de l'ordinateur un objet de design. Visionnaire, il conçoit ensuite l'iPod. Le baladeur devient numéro 1 des ventes dans le monde. S'ensuivent l'iPhone et enfin l'iPad, incroyable tablette numérique aux multiples fonctions. Le succès de ces inventions attire les investisseurs. En août, la marque à la pomme devient même temporairement la compagnie la plus chère du monde devant le géant pétrolier ExxonMobil. Une ascension fulgurante aujourd'hui stoppée par un cancer du pancréas. Steve Jobs tire sa révérence. Hier, l'action Apple était en baisse de plus de 5%. En Libye, la rébellion qui vient de chasser le colonel Kadhafi du pouvoir déclare qu'il le veut mort ou vif et en prime $1 600 000. En clair, sa tête est mise à prix par le Comité national de transition, lequel commence à s'installer à Tripoli. Une capitale pas encore sécurisée, secouée par des combats jusqu'hier soir autour du quartier général du pouvoir déchu, dont de nombreux partisans ont péri. On parle de plus de 400 morts. Des cadavres jonchent les rues de Tripoli, la bataille pour la capitale est sanglante, meurtrière. Les pro-Kadhafi ne plient pas, les combats se sont poursuivis autour de Bab al-Azizia et dans le quartier d'Abou Slim. Le colonel Kadhafi lui échappe aux griffes des insurgés. Se cacherait-il dans le sud de Tripoli? Aurait-il fui la ville? Impossible de le dénicher. Sa tête vient même d'être mise à prix. Un homme d'affaires de Benghazi a fait un don de 2 millions de dinars libyens pour toute personne qui capturera Kadhafi. Le Conseil national de transition offrira aussi l'amnistie aux membres du cercle fermé qui tuera ou capturera Kadhafi. Côté rebelle, les renforts continuent d'arriver. Les combattants les plus expérimentés sont appelés à la rescousse. Il faut sécuriser les lieux stratégiques. La route menant à l'aéroport en fait partie. Dans l'aérogare, un hôpital de fortune se dresse. Les combattants disent avoir essuyé des tirs de roquettes. Sur le tarmac, on découvre les fastes du régime ONI. C'est l'un des avions de Kadhafi. À l'intérieur, il y a une salle de bain, des chambres, des bureaux, tout. C'est un 7 étoiles. Il y a aussi 2 hammams, 2 chambres, et les robinets sont en or. À Tripoli, les rumeurs circulent vite. Ces insurgés font irruption dans l'hôtel Corinthia. Un fils Kadhafi, Saadi, s'y cacherait. Chaque chambre est fouillée. Fausse piste. Ils repartent, armés. Tripoli est loin d'être sécurisé.